Électrochoc, le podcast des électrons libres. Compter le vivant, une mission presque impossible. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un défi immense. Comment les scientifiques font-ils pour évaluer l'état de la biodiversité sur notre planète ? C'est une question fascinante, Max. On entend souvent des chiffres chocs, comme le fameux déclin de 73% des populations de vertébrés. Mais derrière ce chiffre, il y a un travail de fourmi, une véritable enquête scientifique. Et ce n'est vraiment pas aussi simple que de compter des moutons avant de s'endormir. Absolument. Prenons un exemple connu, le panda géant. On pourrait croire que c'est facile, non ? Il est gros, assez lent et vit dans une zone bien précise en Chine. Et pourtant, même là, le dernier recensement qui donnait 1864 individus est déjà une estimation. Entre les naissances, les décès, ce qui se cache, le chiffre exact est presque insaisissable. Exactement. Et si c'est déjà compliqué pour un panda, imagine la complexité quand on parle de tout ce qui vit sur Terre. D'ailleurs, on oublie souvent que la majorité du vivant est invisible à l'œil nu. Dans un seul gramme de terre, on peut trouver jusqu'à 1 milliard de bactéries de millions d'espèces différentes. C'est vertigineux. Alors, concrètement, comment s'y prennent les chercheurs ? Il y a d'abord les méthodes traditionnelles, le travail de terrain, les fameuses bottes dans la boue. Oui, c'est la base. Pour les plantes ou les animaux peu mobiles, on utilise des techniques comme le quadrat. On délimite un carré de terrain, on compte tout ce qui s'y trouve et on extrapole. Pour les animaux qui bougent beaucoup, il y a la méthode capture, marquage, recapture. On attrape des individus, on les marque, on les relâche et plus tard, on en recapture pour voir la proportion de marqués. C'est un peu de statistique, mais ça donne une bonne idée de la taille d'une population. Mais ces méthodes ont leurs limites. Comment faire dans des milieux extrêmes, comme les fonds marins ou la canopée des forêts tropicales ? C'est là que la technologie vient à la rescousse, et c'est passionnant. Complètement. On a des outils incroyables aujourd'hui. L'ADN environnemental, par exemple. Il suffit de prélever un échantillon d'eau dans un lac pour savoir quelles espèces de poissons y vivent, juste en analysant les traces d'ADN qu'ils ont laissées. C'est comme être un détective de la nature. Et ça ne s'arrête pas là. Il y a la bioacoustique, qui utilise l'intelligence artificielle pour analyser les sons de la nature. On peut identifier des milliers d'espèces d'oiseaux, de grenouilles ou même de cétacés juste en écoutant leurs chants. Et bien sûr, les drones et les satellites nous donnent une vue d'ensemble pour suivre la déforestation ou repérer des troupeaux d'éléphants depuis l'espace. C'est un arsenal technologique impressionnant. Mais malgré tout ça, notre connaissance reste incomplète. Il y a ce que les scientifiques appellent des biais. Oui, c'est un point crucial. Le premier, c'est le biais taxonomique. On a tendance à beaucoup étudier ce qu'on connaît et ce qui nous touche. Les grands mammifères, les oiseaux, les animaux charismatiques, en somme. Mais on oublie un peu les insectes, les champignons, les bactéries, qui sont pourtant la base de nos écosystèmes. Il y a aussi un biais géographique. La plupart des études sont menées en Europe et en Amérique du Nord, là où il y a le plus de chercheurs et de moyens. Mais les points chauds de la biodiversité, comme les forêts tropicales, sont souvent sous-étudiés. On regarde un peu là où la lumière est allumée et pas forcément là où se trouve l'essentiel de la vie. Ce qui nous amène à la question des grands indicateurs, comme le fameux indice planète vivante, le LPI, qui nous donne ce chiffre de moins 73%. Comment est-il calculé et que signifie-t-il vraiment ? C'est une nuance très importante. Ce chiffre ne veut pas dire que 73% des animaux ont disparu. Il signifie que, si on prend environ 35 000 populations d'animaux suivies, leur taille moyenne a diminué de 73% depuis 1970. La méthode de calcul est aussi très sensible au déclin très fort. Quelques populations qui s'effondrent peuvent tirer toute la moyenne vers le bas, même si d'autres se portent bien ou sont stables. C'est donc un outil utile pour alerter, mais pas un thermomètre parfait de l'état de la planète. Il faut le prendre avec du recul. Exactement. C'est pour ça qu'il existe d'autres outils, comme la fameuse liste rouge de l'UICN. C'est un peu le standard mondial pour évaluer le risque d'extinction des espèces. Ah oui, la liste rouge, on en entend souvent parler. Comment ça fonctionne ? C'est un système très rigoureux. Des experts évaluent chaque espèce selon des critères précis, la taille de sa population, la vitesse de son déclin, la fragmentation de son habitat. Et en fonction de ça, l'espèce est classée dans une catégorie de préoccupation mineure à éteinte. C'est ce qui permet de dire telle espèce est en danger critique d'extinction et d'orienter les actions de conservation.
Mais j'imagine qu'elle a aussi ses limites. Bien sûr, elle souffre des mêmes biais que les autres méthodes. On connaît mieux certains groupes d'animaux que d'autres, et le système est volontairement prudent. Il est plus facile pour une espèce d'être classée menacée que d'en sortir. Pour prouver qu'une espèce va mieux, il faut des données solides sur plusieurs années, ce qui prend du temps. Donc, si on résume, compter le vivant, c'est un puzzle gigantesque dont il nous manque encore beaucoup de pièces. Mais on a des outils de plus en plus sophistiqués pour y voir plus clair. C'est exactement ça. On ne saura peut-être jamais exactement combien d'espèces vivent sur Terre, mais ce n'est pas le plus important. L'essentiel, c'est qu'on développe des méthodes de plus en plus fines pour comprendre les dynamiques, identifier les menaces et surtout agir efficacement pour protéger cette incroyable richesse. C'est une vision optimiste et pragmatique. Le défi est immense, mais la science et la technologie nous donnent des raisons d'être confiants dans notre capacité à mieux comprendre et préserver le monde qui nous entoure. Tout à fait. La mission n'est peut-être pas impossible finalement, juste incroyablement complexe et passionnante. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.